Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre cette édition. Nous ouvrons ce journal par le communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a l'honneur d'informer mesdames et messieurs les députés que les travaux de l'Assemblée nationale en séance plénière reprendront le lundi 5 mai 2014 à partir de 9h au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec à l'ordre du jour la poursuite de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale autre que le président, signé le secrétaire général de cette institution. Et ce communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses relatif à la relève des agents de sécurité du président de l'Assemblée nationale, la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national relève des attributions régaliennes de l'État. Il a été créé au sein de la direction générale de la police nationale depuis 1995, une direction en charge de la protection des hautes personnalités nationales et étrangères, DPHP. L'arrêté numéro 0227 MI/SP/D/AC/DGPN du 6 avril 2011 fixe à son article 6 les missions de cette direction. Préparer et coordonner conjointement avec le groupement de sécurité de la présidence de la République les déplacements du chef de l'État, gérer et coordonner l'ensemble des équipes de la sécurité rapprochées exerçant auprès de hautes personnalités institutionnelles, à savoir le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Les textes font obligation au gouvernement d'assurer la sécurité de ces personnalités. Cependant, il revient aux autorités chargées de la sécurité et à elles seules de désigner le personnel affecté à cette mission. C'est ainsi qu'au vu des nécessités de service, une équipe de sécurité de la DPHP composée de 10 agents et d'un détachement de la garde nationale du Niger se sont rendus le vendredi 2 mai 2014 au domicile du président de l'Assemblée nationale en remplacement de celle déjà existante. Au Niger, dans le cadre d'une mission de travail qu'il entreprend depuis hier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Mali a effectué ce jour un déplacement dans le camp de réfugiés maliens de Tabarbaré dans le département d'Ayoru, région de Tillabéri. Le général Sada Samake était accompagné dans ce déplacement par son homologue nigérien Massoudou Assoumi et par le représentant du Haut-Commissariat chargé aux réfugiés au Niger, Sénésoumela Ibrahim Issaka Issa. Après la signature de l'accord tripartite Niger-Mali-HCR, ficelant les conditions de rapatriement volontaire des réfugiés maliens, le ministre malien de l'Intérieur et de la Sécurité a mis à profit son séjour du Niger pour rendre une visite de courtoisie à ses compatriotes du camp de Tabarbaré dans le département d'Ayoru, région de Tillabéri. Nous avons célébré le 19e anniversaire de notre concorde nationale ici à Tabarbaré pour prier Dieu seulement qui va nous permettre de nous occuper de l'essentiel, c'est-à-dire le développement économique et social de nos deux pays. Ici au Niger, ces camps de réfugiés n'ont jamais constitué pour nous un problème. L'ensemble des partenaires ont accompagné ces camps avec évidemment les efforts de l'État. Nous pensons que dans quelques temps, comme vous l'avez suggéré et je l'ai suivi hier, dans quelques temps après la signature des tripartites, le retour sera organisé et que la paix s'installe enfin et définitivement au Mali. Nous l'avons entretenu au Niger, nous la souhaitons de plein cœur pour le Mali. Venir s'enquérir des conditions de vie de ses compatriotes dans ce camp, mais aussi les transmettre les salutations du peuple malien et en premier chef, celle du président Ibrahim Boubacar Keïta, constitue la raison qui motive ce déplacement du général Sada Samake au camp de Tabarbaré. Comme vous le savez, je me retrouve au Niger dans le cadre de la signature d'un accord tripartite pour le retour organisé des populations maliennes réfugiées au Niger. Et j'ai tenu à marge de cette rencontre à venir voir sur le terrain et voir moi-même les conditions dans lesquelles vivent mes compatriotes. Et à mon arrivée, j'ai été vraiment très content et satisfait de voir que mes parents sont dans de très bonnes conditions ici d'abord.
En venant ici, je voulais lui rapporter un message fort du président de la République. Je salue le président et l'ensemble du peuple malien. Également dire à nos compatriotes que le Mali ne les a pas oubliés et le Mali ne les oubliera jamais. Nous allons faire en sorte que dans les jours et les mois à venir, tous nos réfugiés où qu'ils se trouvent puissent rentrer pour venir participer à ce vaste programme de réconciliation que nous avons engagé. Les Maliens, tous les Maliens ont leur place et nous voulons que chacun vienne prendre sa part de responsabilité. Et nous n'avons pas le choix, nous devons aller vers une paix définitive dans notre pays pour la relance économique et le développement de ces régions. Pour son homologue Hassoumi Massoudou, l'engagement des autorités nigériennes à assister les frères maliens ne faiblira pas, et ce jusqu'au retour définitif de la sécurité dans le nord Mali. Le Niger est toujours solidaire du Mali dans l'épreuve. Le président de la République du Niger, dès les premiers moments, a exprimé cette solidarité au nom du peuple nigérien. Et aujourd'hui aussi, nous avons signé cet accord tripartite qui définit le cadre de retour des réfugiés. Et nous jouerons notre partition à fond pour que ces réfugiés maliens retournent dans leur pays dans la dignité, dans les meilleures conditions possibles de dignité. Nous sommes des frères, le peuple du Mali et le peuple du Niger sont frères, c'est les mêmes communautés et nous tenons à jouer notre partition et montrer notre solidarité jusqu'au bout du processus. Je tiens à marquer que le Niger se réjouit de la paix qui est en train de se retrouver, de revenir au Mali. Le Niger appuie fortement le processus de réconciliation nationale engagé au Mali. Nous pensons que c'est une condition de la paix au Mali, mais c'est aussi une condition de la stabilité dans notre région. Tout en invitant ses 7329 compatriotes du camp de Tabarbaré à lui faire part de leurs doléances, le ministre malien leur a remis une assistance financière. Toute chose saluée par les réfugiés, tout comme d'ailleurs leurs conditions de séjour en terre nigérienne qualifiées de satisfaisantes. Des conditions de vie qu'ils ont tenu à partager avec leurs hôtes à travers la visite au niveau de quelques infrastructures du camp et des activités génératrices de revenus menées par les réfugiés sous l'encadrement du HCR et de ses partenaires. Toujours dans cette partie du Niger, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions était quant à lui ce matin à Ayoru, dans la même région de Tillabéri. Yahouza Sadissou a procédé à l'inauguration officielle du centre de diffusion nationale. Borik Albadia Hamaniseni. Le 4 mai 2014 restera à jamais gravé dans la mémoire des populations d'Ayoru. En effet, ce dimanche, le ministre de la Communication chargé de relations avec les institutions, Yahouza Sadissou, a procédé à l'inauguration de l'antenne de télévision nationale qui permettra aux populations d'Ayoru de mieux suivre les programmes de Télé Sahel. Ce résultat est le fruit d'un long processus. Par cet acte significatif, les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, font du bien-être des populations nigériennes une de leurs priorités. Pour le ministre Yahouza Sadissou, cette cérémonie constitue le point de départ d'un vaste programme d'inauguration à l'échelle nationale de centres de diffusion pour la résorption des zones d'ombre dans les localités du Niger, identifiées comme isolées en matière de couverture radio et télévision. Ce programme ambitieux pour lequel l'État a investi plusieurs milliards de francs CFA se poursuit et va concerner cette année les localités de Bouza, Matamé et Ayoru où nous nous trouvons aujourd'hui. Les travaux au niveau de ces trois localités en sont au stade de réception ou de finition, tandis que le processus concernant les zones de Guéchémé, Beleyara, Aderbisanat, Abalak et Ungorti, en dépit de quelques difficultés, est en bonne voie. Bien évidemment, le gouvernement a tout naturellement une pensée toute particulière pour ceux de nos compatriotes qui éprouvent encore des difficultés à capter dans leur zone les émissions de la radio et de la télévision nationale. C'est pourquoi, nonobstant les difficultés de mise en œuvre que j'évoquais tantôt, le programme de création à l'échelle du pays des centres de couverture des zones d'ombre va se poursuivre encore plus activement. Et ceci au nom tout simplement du principe sacro-saint du droit à l'information consacré par notre loi fondamentale
et auxquels le président de la République et le gouvernement accordent une attention soutenue. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais encore une fois remercier les populations d'Ayoru pour la qualité de leur hospitalité et m'acquitter en même temps d'un agréable devoir au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Donc ce devoir de procéder au lancement et à la réception officielle du centre de diffusion de la localité de Ayoru, pour laquelle, je l'espère, les difficultés de réception des signaux de la radio et de la télévision nationale ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir. Auparavant, le secrétaire général de la préfecture d'Ayoru et le premier vice-maire ont salué cette œuvre qui a beaucoup enthousiasmé les bénéficiaires. Nous remercions le gouvernement vraiment pour cet outil précieux qu'il vient de mettre à notre disposition. Sous le patronage de la ministre en charge de l'enseignement primaire, le cadre de concertation pour l'éducation a procédé ce matin au lancement officiel de la Semaine mondiale de l'éducation pour tous et de la Semaine mondiale d'action SMA 2014. Égalité des droits, des chances, éducation inclusive pour tous les enfants en situation de handicap est le thème retenu pour la célébration de cette 14e édition. Mariam Dakou, Sani Issouf. Cette manifestation ayant mobilisé tous les acteurs de l'éducation s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement solennel pris par la communauté internationale au Forum mondial de 2000 tenu à Dakar au Sénégal. Forum lors duquel les participants se sont fixés des objectifs du millénaire pour le développement pour 2015. À un an donc de cette échéance, le cadre de concertation des organisations de la société civile active en éducation a décidé de célébrer cette 14e édition de la Semaine de l'éducation pour tous, couplée à la Semaine mondiale d'action sous le signe de l'éducation inclusive pour tous les enfants en situation d'handicap. À l'échelle mondiale, 93 millions d'enfants, soit 1 sur 20 jusqu'à l'âge de 14 ans, souffrent d'un handicap modéré ou grave. Les taux d'inscription scolaire initiale de ces enfants sont très faibles. Au Niger, être atteint d'un handicap multiplie par 2,5 fois le risque pour les enfants de ne pas être scolarisés. L'absence d'intérêt pour l'éducation des enfants handicapés influence aussi les chances de respecter la promesse internationale d'éducation primaire universelle, un but convenu à l'échelle mondiale, dont les objectifs d'éducation pour tous et les objectifs millénaires pour le développement. L'éducation inclusive est un investissement d'avenir par excellence. Nous voulons un siècle où chaque être, sans distinction de race, d'origine, sait lire et écrire et utiliser cet atout pour gagner son autonomie. En cette journée de lancement de la Semaine mondiale 2014, nous appelons tous les gouvernements à s'unir pour réaliser ces rêves. L'ambition des plus hautes autorités du Niger est que tous les enfants aient la même chance d'accéder à l'éducation indépendamment de leur situation physique ou sociale, a dit la ministre en charge de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation. Il y a lieu donc d'affirmer ici que l'éducation en général et celle des enfants en situation de handicap ou en besoin spécifique en particulier demeure l'une des priorités des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Les enfants en situation d'handicap ont ainsi mis cette occasion à profit pour remettre leur pétition à la ministre qu'ils ont déléguée pour être leur porte-parole auprès du gouvernement. Nous, enfants handicapés, profitons de cette occasion pour interpeller les autorités compétentes à adopter dans les meilleurs délais la stratégie nationale pour la promotion de notre scolarisation. Madame la ministre, nous sommes convaincus que l'éducation pour tous ne peut être une réalité au Niger que si l'école est accessible à tous les enfants sans discrimination. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir être notre porte-parole auprès du gouvernement
et aussi la marraine de notre scolarisation. Il est à souligner que plusieurs activités, dont une caravane de sensibilisation et des conférences débats, sont prévues dans le cadre de la commémoration de cette semaine. Notons par ailleurs qu'au cours de cette cérémonie de lancement de la semaine de l'éducation pour tous, l'humoriste Djindjiri Lompo a été déclaré comme ambassadeur de l'éducation au nom de la société civile active en éducation. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier samedi, le Conseil supérieur de la communication a offert un cocktail aux hommes des médias, occasion pour le président du CCA Draman Ousmane d'annoncer les innovations prévues par l'organe de régulation. Nous reviendrons dans quelques instants. À l'intérieur du pays, en mission de sensibilisation et d'information dans les camps de réfugiés maliens et rencontre avec les retournés nigériens, le gouverneur de la région de Tillabéri était mardi dernier à Chino-Godard, dans le département de Banizoukou. Sahabi Bouda Djibonou. À Sénégodère, le gouverneur et sa délégation ont été accueillis par les populations et un détachement des forces armées nigériennes qui lui a rendu les honneurs. En s'adressant à la population, le gouverneur Assimi Diabéry a dit sa satisfaction pour l'accueil qui lui a été réservé avant de les entretenir sur des thèmes liés à la sécurité, à la bonne cohabitation entre toutes les communautés vivant dans la zone et à la protection de l'environnement pour préserver les pâturages. Le gouverneur s'est ensuite rendu sur la place de prise d'armes des éléments des fans en poste à Sénégodère, localité située à une dizaine de kilomètres de la frontière malienne. Assimi Diabéry a transmis aux officiers, sous-officiers, hommes de rang de ce détachement toutes les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, El Hadj Issoufou Mahamadou, et du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Vous faites honneur à votre pays, a lancé le gouverneur de Tillabéri, en vous acquittant honorablement de votre mission de sécurisation des Nigériens et de leurs biens, malgré les conditions climatiques difficiles et austères dans lesquelles vous évoluez. La sécurité n'a pas de prix, a ajouté Assimi Diabéry, et elle a un coût, et ce coût, les plus hautes autorités ne ménagent aucun effort pour garantir la paix des Nigériens en mettant les moyens humains, matériels et financiers qu'il faut à la disposition des forces de défense et de sécurité. En rappel, la zone de Sénégodère a connu il y a quelques années des moments de grande insécurité à cause de la situation au Mali voisin. Aujourd'hui, ce fléau est jugulé et ces éléments de fans veillent nuit et jour pour la paix et la quiétude des populations. Cependant, cette accalmie observée ne doit en aucun cas constituer un moment de pause ou de relâchement, a dit le gouverneur. Au contraire, vous devez rester vigilant à chaque instant pour éviter des effets de surprise. En terminant, le gouverneur Assimi Diabéry a appelé à la cohésion de tous les corps militaires pour qu'ensemble le terrorisme et le banditisme résiduel soient vaincus. Une autre mission de sensibilisation, cette fois-ci de la Commission nationale de collecte et de contrôle des armes illicites, conduite par le président de la commission, le général Youssoufa Mamadou Mega, s'est rendu dans le nord Tawa où il a eu plusieurs rencontres avec les populations locales. Hawa Mamadou Lawalissini. Il s'agit pour le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Youssoufa Mamadou Mega, qui accompagne pour la circonstance le secrétaire général de la région Al-Farouk FLN, le gouverneur de la région Bar Moussa Alifou en mission de la zone, Al-Husseini Alassane, expert national de la commission, de Omoro Alpha Abdelkadri Al-Mansour Mohamed, membre de la commission, et des responsables des forces de défense et de sécurité, de faire connaître la commission et de sensibiliser les populations sur les dangers des armes illicites. Cette mission s'est rendue successivement à Akaou, Tintabaraden, Tassara, Tiliya, Tabalak.
Devant ces vaillantes populations, le président national pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Youssoufa Mamadou Maïga, devait transmettre les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence Mamadou Issoufou. La prolifération des armes de petit calibre a des conséquences fâcheuses sur les populations. À titre illustratif, dira-t-il, le Moujaou, l'Akmi et plus aussi de Boko Haram. C'est justement pour prévenir cela et sécuriser les populations et les biens que les populations doivent collaborer avec les responsables des forces de défense et de sécurité, et aussi pour ceux qui en possèdent, de les remettre volontairement, car le seul combat qui vaille pour cette commission, c'est la collecte et le contrôle des armes illicites, a ajouté le général Youssoufa Mamadou Maïga. Aussi, le secrétaire général de la région Al-Farouka Felen, les autres membres de la mission ont pris la parole pour expliquer à Langue les raisons de cette mission. La parole fut donnée à l'assistance qui pour apporter des contributions, qui pour poser des questions qui ont eu des réponses appropriées. À Akoubonou, Azay et à Abalak, les mêmes messages ont été relayés par le président de la commission. À la fin de toutes ces visites, le général Youssoufa Mamadou Maïga nous dit ici les enseignements tirés. Les populations nous ont accueillis, ma délégation et moi-même. Les rendez-vous ont été ponctuels. Les populations sont venues en masse, ce qui est vraiment étonnant, mais ce n'est pas surprenant. Dans tous les cas de figure, l'essentiel est fait, puisqu'elle a été très réceptive au message que nous avons, mon équipe et moi, avons eu à lui adresser. Et elle est également coopérative, elle a été très coopérative et également curieuse de savoir qu'est-ce que c'est que votre structure, comment qu'elle travaille et la problématique des armes, l'acquisition, ainsi de suite, comment que cela se réalise. Retour de la région de Tillabéri où à Filengue, les ulémas organisés hier des prières pour l'unité nationale ainsi que des prêches, c'était en présence des autorités locales dont le préfet de Filengue et celui d'Abala qui ont représenté le gouverneur de la région de Tillabéri, Gérard Abdelaziz Bachir Harouna. La grande mosquée de la commune urbaine de Filengue qui a servi de cadre au lancement de cette manifestation de renforcement de l'unité nationale initiée par les oulémas du Kourfey sous la houlette de Aminou Sarkin Filengue, imam de la dite mosquée. La cause pour laquelle nous sommes ici, c'est la cause même que l'islam défend, celle de l'unité dans le cœur. En dehors de cela, lorsque les musulmans se réunissent dans un endroit et qu'ils prient Dieu le Tout-Puissant, qu'ils soient sûrs que Dieu a exaucé leurs vœux. Donc, partant de cela, nous avons décidé de faire une lecture du Coran pour que Dieu fasse descendre sa grâce, la joie et le bonheur dans notre pays et dans les pays voisins. Les pays qui sont dans le malheur ou dans des difficultés, que Dieu les en fasse sortir. Et que Dieu en même temps aussi fasse descendre sa grâce sur ceux qui nous ont aidés à organiser ce grand rendez-vous. Après cela, l'imam donc nous a demandé, n'est-ce pas, de continuer dans ce sens, parce que c'est ça même l'islam, l'union. Et l'union, c'est l'union qui fait l'amour. C'est l'union qui provoque aussi l'amour de Dieu sur un peuple. Parce que lorsqu'un peuple est uni, qu'il soit sûr qu'il est aimé par Dieu. Et qu'en conséquence, il sera un peuple heureux, fier de lui-même. En présence du préfet de Filengue, Maro Hassan Dikoubou, et de celui d'Abala, le lieutenant Meg Omar Diambala, représentant le gouverneur de Tillabéri, ces marabouts ont d'abord récité les versets du Saint-Coran. Puis ils ont prié pour le renforcement de la cohésion sociale et de la paix et un hivernage fécond au Niger, entre autres. L'initiative des oulémas du Kourfey a été saluée et encouragée par l'un des représentants du gouverneur de Tillabéri. Et nous sommes très fiers de ce rendez-vous
Vous savez, le président de la République, El Hadji Mohamed Issoufou, il a accordé une place de choix au domaine islamique. Aux marabouts ici présents, je leur dis vraiment grand merci. Je leur dis grand merci d'avoir pensé à faire une grande fatia pour la région, une grande fatia pour le département, une grande fatia pour le Niger et le Niger tout entier. Et ils ont eu à faire des vœux. Nous souhaitons au bon Dieu d'accepter leurs vœux. Nous demandons au bon Dieu de leur accorder sa grâce pour que l'année prochaine, nous nous réunissons ici pour célébrer cette fête. Après la lecture du Saint-Coran et les prières, dans la nuit, de 21h à 5h du matin précisément, des prêches ont eu lieu. Il faut noter pour conclure que cet événement a enregistré la participation des marabouts de plusieurs localités nigériennes et des pays voisins, le Nigeria notamment. Une mission de l'Agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB a tenu une rencontre à Difa pour sensibiliser les élèves des classes de première et terminale sur les missions assignées à cette structure. Ben Youssouf Abdel Aziz, Harouna Sanda. L'Agence nigérienne des allocations et des bourses, l'ANAB, a été créée par ordonnance numéro 99-70 du 20 décembre 1999. C'est un établissement à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'ANAB est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Elle a pour mission de collecter des informations concernant les élèves, les étudiants et les filières de formation. Elle doit élaborer, proposer, suivre et exécuter la politique nationale en matière de bourses et allocations scolaires. À toutes ces missions, il faut ajouter l'attribution et la gestion de l'aide sociale d'études qui lui a été confiée à partir de l'année académique 2011-2012. Pour suivre ces missions, comme tout EPA, l'ANAB est dotée de deux organes diverses institutions, à savoir un représentant du Premier ministre, un représentant du ministère en charge de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère des Finances, un représentant du ministère de la Formation publique, de l'Éducation nationale et de l'Université Abdoul Moumouni, ainsi que du personnel de l'ANAB. La direction générale est l'organe exécutif composant trois directions techniques et chargé de fixer les modalités d'attribution des bourses d'études. La bourse étant une aide que l'État ou l'ordonnateur accorde aux étudiants les plus méritants et aux handicapés pour leur permettre de poursuivre des études selon les critères bien définis. Elle est constituée d'une indemnité de subsistance et des accessoires. L'indemnité de subsistance pour les bourses nationales du premier cycle est de 35 000 francs au Niger, 45 000 francs en Afrique et 107 000 francs hors Afrique. Pour chaque année académique au Niger, comme à l'extérieur, l'État accorde 9 mois de bourse au taux normal à tout étudiant boursier et 3 mois de bourse au taux réduit de moitié. Les critères d'attribution sont énormes et les membres de la mission de l'ANAB ont largement expliqué aux élèves les modalités d'attribution de bourses et peuvent prétendre à la bourse les bacheliers de la session en cours, la nationalité nigérienne et l'âge de 23 ans au plus pour les candidats officiels et 24 ans pour les candidats libres. Clôture de l'atelier de formation sur la base de données du dispositif de collecte et d'analyse organisé par le programme d'appui à la société civile PASOK 2. Durant 3 jours, les acteurs de la société civile ont formé sur les techniques de création du dispositif. Habibou Garba et Bachir Harouna. Avoir des informations fiables et à temps des organisations de la société civile sur leur intervention dans le cadre des actions publiques, tel est le but de cette formation sur la base des données du dispositif de collecte et d'analyse en continu organisé par le ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire à travers le programme d'appui à la société civile phase D. Ce travail, cet atelier qui se conclut aujourd'hui, ce travail que le PASOK a démarré depuis maintenant 2 ans, doit nous permettre justement d'avoir cet historique et en même temps une vision des dynamiques qui sont en cours. Alors c'est pour, bien évidemment, en premier lieu, ça intéresse l'administration, bien évidemment, ça intéresse la société civile qui a besoin de savoir qui fait quoi, où et comment, et ça intéresse également nos partenaires, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont besoin et qui interrogent régulièrement pour savoir dans telle région est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent sur tel domaine, l'environnement, la santé, etc. On avait bien sûr, on s'appuyait aujourd'hui sur votre connaissance, à vous qui êtes les directeurs régionaux,
Malheureusement, sans dispositif de suivi, il était extrêmement difficile de donner des éléments complets, quantifiés, qualifiés. Aujourd'hui, avec ce dispositif, on va pouvoir répondre justement à ces questions fameuses, qui fait quoi, où et comment. Je suis sûr qu'une fois sur le terrain, cette formation va servir à combler un vide. Ce vide, c'est celui de la maîtrise des données ou des actions menées par les OSC sur l'ensemble du territoire. Comme vous le savez, leur intervention est importante dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement économique et social 2012-2015, mais aussi dans la perspective de l'élaboration future de deux outils essentiels que sont le plan de développement régional et les outils d'aménagement du territoire, je vais nommer les schémas régionaux et le schéma national. Au cours de cette formation qui a duré 3 jours, les acteurs des OSC ont appris comment créer un dispositif innovant à travers l'interconnexion et la mise en place d'une base de données. C'est d'ailleurs pourquoi les organisateurs se félicitent de la réussite de cet atelier de formation. Les résultats, à mon avis, sont largement atteints. C'est d'abord vraiment à travers cette formation mettre à leur disposition les outils de collecte et de traitement, les former à ces outils, mais surtout leur permettre de faire l'exploitation sur le terrain. Et je pense que globalement, le travail est bien fait, les résultats sont attendus. Maintenant, il leur revient, une fois sur le terrain, de continuer la suite, en tout cas, du processus. Le dispositif PASOK 2 servira à outiller les acteurs non étatiques d'une meilleure perception globale de leurs besoins et de la manière dont évoluent leurs homologues. Ceci favorisera la concertation entre eux et clarifiera les opportunités et les menaces auxquelles ils sont confrontés afin d'y remédier. Je le disais à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la presse fêtée hier samedi, le Conseil supérieur de la communication a offert un cocktail aux hommes des médias, occasion pour le président du CSC d'annoncer les innovations prévues par l'organe de régulation. Jocelyne Moussou, à côté Ouagalassan. Ce cocktail, pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse avec les hommes de médias, marque un nouveau tournant entre le Conseil supérieur de la communication, CSC, et les hommes de médias. Le CSC, dans son rôle de régulateur, a décidé de créer un creuset d'échange avec les hommes de médias. Le Conseil supérieur de la communication a décidé, dans le cadre donc, de ses activités, de créer un cadre de réflexion, un cadre de dialogue entre les différents acteurs médiatiques en vue justement de sortir de la gestion de l'urgence et du quotidien, en vue de jeter les bases d'une réflexion à la fois stratégique et prospective sur les différents leviers à actionner pour renforcer davantage la liberté de la presse dans notre pays. Les hommes de médias se réjouissent de ces innovations qui, selon eux, crédibilisent l'institution. Ce cadre, on en a besoin parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs choses divisent les hommes des médias. Plusieurs choses ont fait qu'aujourd'hui, les hommes des médias n'ont pas totalement confiance au régulateur. Pour beaucoup d'entre nous, le régulateur ne joue pas son rôle. Le régulateur est plutôt devenu persécuteur. Et je crois que créer ce cadre-là, en tout cas si ça va dans le sens de fédérer une fois encore les hommes et les femmes des médias autour de l'organe régulateur que le CSC, il ne peut être que la bienvenue. Et cela va faciliter plus les rapports entre le régulateur et les exerçants. Je pense qu'il faudrait que aussi, quand on dit une chose, il faudrait le concrétiser. Et dans ce sens, nous ne pouvons qu'encourager le régulateur
à créer plus de cadres d'échange pour mieux appréhender les véritables problèmes, pour faire en sorte que la presse nigérienne retrouve ses presse de notre presse. C'est une initiative louable, mais il va falloir que ce cadre soit élargi aux autres organisations. Ce cocktail de presse, initié par le Conseil supérieur de la communication, a également été l'occasion pour le CSC de lancer officiellement un nouveau bulletin, le régulateur, un bimestriel d'information sur les activités du Conseil supérieur de la communication. Le régulateur qui sera disponible sur le site du CSC. Ouverture à Tawa des travaux d'un atelier de validation du schéma directeur sur les pistes rurales, le désenclavement des bassins de production dans la perspective du programme Niger-FIDA d'appui à l'agriculture familiale. Fatimata Gabidine et Yazir Abiou. C'est la salle de réunion de l'hôtel Terka de Tawa qui a servi de cadre ce samedi matin à l'ouverture des travaux de l'atelier de validation du schéma régional sur les pistes rurales de désenclavement des bassins de production dans la perspective du programme Niger-FIDA d'appui à l'agriculture familiale. Institution spécialisée du système des Nations Unies, le Fonds international pour le développement agricole FIDA travaille aux côtés de nos laborieuses populations rurales depuis plus de 30 ans. Il intervient dans divers domaines en vue de contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire aux ménages vulnérables. Au cours de son intervention, le coordonnateur régional du projet Petite Irrigation PPI Rouamou, M. Abdoulaye Soumaïla, a rappelé les interventions du FIDA au Niger qui comprend actuellement deux principaux projets en cours. Il s'agit du PASADEM, projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région du Maradi, et le projet dénommé Rouamou, portant sur la petite irrigation qui couvre Maradi, Tawa et Zander. M. Abdoulaye Soumaïla a aussi ajouté que le Niger et les FIDA se sont engagés à faire évaluer les interventions en cours et le financement futur vers un programme d'appui à l'agriculture familiale dans ces régions d'intervention, dont la première mission de conception se tiendra au mois de juin 2014. Un important volet d'aménagement de pistes rurales est prévu à l'intérieur de ce programme. Il est prévu à l'intérieur un important volet d'aménagement des pistes rurales en cohérence avec la stratégie d'intervention du FIDA centrée autour de la concrétisation et le renforcement des pôles ruraux de développement économique. Celle-ci nécessite un réseau réticulaire des pistes et des interconnexions à assurer, entre autres, bassins de production à l'intérieur des différentes zones ou aires de production, pôle de développement autour des marchés drainants, la constellation des centres et des marchés de volet. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Tawa, M. Barmo Salifou, a tout d'abord souhaité la chaleureuse bienvenue dans la cité de l'ADER aux participants de cet atelier. Partenaire clé du Niger, le FIDA a toujours accompagné le Niger dans sa lutte contre la pauvreté à travers le financement d'importants projets parmi lesquels le programme d'urgence pour la sécurité alimentaire et le développement rural PUSADER et le projet Petite Irrigation PPI Rouamou, dira le gouverneur de la région. Le projet Petite Irrigation est le fruit de la sollicitation du gouvernement du Niger auprès de ses partenaires techniques et financiers, à savoir le FIDA et le FFE, Fonds fiduciaire espagnol. Ce projet cadre parfaitement avec les politiques stratégiques nationales, vient en appui à l'initiative 3e dans 4 axes. Concernant aussi le plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3e, le projet Petite Irrigation Romou s'insère aussi dans 3 composantes respectives. Ce présent atelier de partage avec les différents acteurs et les partenaires du programme FIDA dans la région de Tawa relève d'une grande importance. Les participants auront donc à examiner les points suivants. La situation actuelle du réseau routier, le recensement des différents projets routiers à financement acquis dans la région, les propositions de projets futurs en travaux neufs et réhabilitation essentiellement sur les routes en terre. M. Barmo Salifou a, avant de terminer son propos, réitéré au nom du gouvernement de la 7e République ses sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires qui les accompagnent dans leurs efforts inlassables de lutte contre la pauvreté.
Restons à Ottawa avec la clôture des travaux de la première session extraordinaire du Conseil régional de la ville. À l'issue des travaux, les conseillers ont mis au point un plan de développement régional PDR. Fatih Bamo et Azerabiou. Après 2 jours de riches réflexions sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session extraordinaire du Conseil régional d'Ottawa, les conseillers régionaux ont mis au point un plan de développement régional PDR qui cadre parfaitement avec les nobles visions des autorités de la 7e République, visant un développement harmonieux des populations nigériennes. Plusieurs projets de développement sont inscrits dans ces PDR qui permettront à la région d'Ottawa de se développer sur les plans sociaux, économiques et industriels. Le président de la dite institution, M. Illo Adamou, en clôturant les travaux de la dite assise, s'est dit satisfait de constater l'engagement des uns et des autres et a félicité tous les conseillers régionaux d'Ottawa qui se sont investis pour l'aboutissement d'un tel plan qui vise le développement de la région d'Ottawa. Nous avons parcouru à loin et à large, si vous voulez, tous les aspects relatifs aux différentes étapes de production de cet important document qui sera désormais la boussole de la région, pas du Conseil régional, de la région, parce que toutes les actions de développement économique et social doivent y figurer, que ce soit des communes, que ce soit du Conseil régional, de l'État et de ses partenaires. La fin des travaux a été sanctionnée par des motions de remerciement liées par une participante. Le Conseil régional d'Ottawa, réuni en session extraordinaire le 2 et 3 mai 2014, adresse une motion spéciale de remerciement à la coopération allemande à travers le projet GIZ pour son engagement à appuyer le Conseil régional dans l'élaboration du plan de développement régional PDR de la région d'Ottawa. Le Conseil régional d'Ottawa, réuni en session extraordinaire le 2 et le 3 mai 2014, adresse une motion spéciale de remerciement au programme d'action communautaire PAC 3 pour son engagement à appuyer le Conseil régional de l'élaboration du plan de développement régional PDR de la région d'Ottawa. Fait à Ottawa le 3 mai 2014, le Conseil régional. Le plan de développement régional mis au point par le Conseil régional d'Ottawa augure de belles perspectives pour que les extractions minières aujourd'hui engagées par les autorités de la 7e République soient bien suivies et coordonnées au profit du développement socio-économique de la région. La compagnie aérienne Niger Airlines a procédé ce dimanche au lancement de ses activités de desserte des principales villes du Niger en présence du directeur de cabinet du ministre des Transports. Elle a effectué à cette occasion un vol inaugural Niamey-Agadez avec un avion de type Fokker 50. Elle a également procédé à l'inauguration de son siège à Agadez en présence du gouverneur de la région et du sultan de l'Aïr, Gérard Abdelaziz et Tahirou Hassan. À partir d'aujourd'hui, voyager entre les villes nigériennes est possible grâce à Niger Airlines. Cette compagnie de droit nigérien a effectué son vol inaugural Niamey-Agadez ce matin avec un Fokker 50 à ses couleurs. L'aéronef transportait à son bord le PDG de Niger Airlines, Abdelaziz Larabou, ses partenaires, notamment le PDG de Ganigaz, Mahamoud Ali, et le représentant de Solidal Isa, ainsi que plusieurs invités de marque, notamment le directeur de cabinet du ministre des Transports. À leur descente d'avion, c'est un accueil de grand jour qui leur a été réservé par les autorités administratives et coutumières, notamment le gouverneur de la région et le sultan de l'Aïr. Niger Airlines a procédé à cette occasion à l'inauguration de son siège d'Agadez. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette ville qui me rappelle mes études à l'école des mines de l'Aïr et Maïr d'Agadez de 1988 à 1992. C'est donc une opportunité de retrouver des parents et amis, particulièrement mes cousins Touareg, à qui j'offre l'occasion de voyager par avion au lieu de se contenter seulement des chameaux appelés vaisseaux du désert. Le gouverneur de la région, le colonel-major Garba Mekido, s'est réjoui au nom des populations de sa région de cette initiative de Niger Airlines qui va contribuer au désenclavement de la ville historique. À l'issue de la cérémonie d'Agadez, les partenaires de Niger Airlines, à savoir Al-Isa et Ganigaz, n'ont pas caché leur satisfaction. Niger Airlines, c'est une nouvelle initiative nigérienne que vraiment il faut appuyer et applaudir. Et je souhaite à ce que tous les Nigériens et Nigériennes reviennent un peu pour utiliser et faire confiance aux initiatives nigériennes
et utiliser ces vols pour que ce soit une grande compagnie qui va même, pourquoi pas, concurrencer les autres de la sous-région. Notez que le lancement des vols intérieurs de la dite compagnie est intervenu auparavant à Niamey. À cette occasion, le PDG de Niger Airlines a d'abord présenté sa gratitude aux autorités pour les facilités qui lui ont été accordées pour la création de la compagnie. Abdelaziz Larabou en a sollicité d'autres après avoir présenté Niger Airlines. La compagnie Niger Airlines est créée pour accompagner les efforts du gouvernement quant à sa politique de désenclavement de notre pays, comme l'en témoigne le lancement récent des travaux du chemin de fer de l'axe Cotonou-Parakou-Niamey sous le haut patronat de son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, en présence de son Excellence Yahi Boni, président de la République du Bénin, et de son Excellence Faure Yassingbe et Yadima, président de la République du Togo. L'impact attendu de la création de notre compagnie aérienne Niger Airlines se traduit sans nul doute par la création d'emplois, la desserte régulière des aéroports intérieurs pour les 2 premiers mois, le développement des échanges commerciaux, une contribution significative au développement de notre pays. En ce qui concerne les lignes internationales, notre compagnie envisage à court terme de se doter d'un Boeing 737 pour l'exploitation des lignes Niamey-Cotonou, Lomé, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Kano, Lagos, Bamako et Dakar. À moyen terme, de voler vers l'Afrique centrale pour desservir N'Djamena, Khartoum, Douala, Malabo, Libreville, Brazzaville et Pointe-Noire. Au ministère des Transports, on ne peut que se réjouir de l'initiative de Niger Airlines qui va permettre d'accroître la desserte des principales villes nigériennes. L'État Niger s'est engagé, à travers l'amélioration du climat des affaires, d'apporter tous les agissements nécessaires pour le bon épanouissement des entreprises au Niger, particulièrement des entreprises créées et gérées par les Nigériens. Ainsi, la desserte de notre pays contribuera de manière significative à désenclaver le Niger et permettra aux opérateurs économiques, aux investisseurs de se rendre au Niger, qui, comme vous le savez, regorgent d'énormes potentiels. Retenez que Niger Airlines, c'est Niamey, Maradi, Zender, Difa les mardis à partir de 10h, Niamey, Tawa, Agadez, Zender les mercredis à partir de 10h, Niamey, Agadez, Zender les vendredis à 15h et Niamey, Agadez, Zender tous les dimanches à partir de 15h. Les étudiants ressortissants de la région de Dosso ont organisé hier la première édition du concours d'expression orale par un plaidoyer pour la rectitude de l'expression en faveur de l'excellence. Et le gouverneur de la région est allé soutenir.